Bonjour à tous, je suis très heureux que nous puissions continuer aujourd'hui notre webinaire avec le professeur Berstovsek. Il y a quelques mois, nous avons eu notre premier webinaire et aujourd'hui nous continuons. Il va nous donner quelques nouvelles et nous avons l'air de la professeure Haifa Alaoui. Elle est professeure à la clinique universitaire de Halle et je suis très reconnaissant que vous soyez tous les deux revenus aujourd'hui pour nous expliquer votre nouveau produit, votre nouveau traitement. Alors qu'on vous en savez beaucoup plus que moi, et pourquoi ne pas commencer et partager l'écran, et c'est tout à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission aujourd'hui. Je suis maintenant le directeur médical d'une entreprise appelée Cartos et je vous remercie de m'avoir invité ici dans l'émission. Désolé de ne pas vous présenter, oui, je vais partager mon écran. Peut-être pouvons-nous aussi avoir quelques mots d'Haifa. Ravi de vous voir, Haifa. Merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. Salut. D'accord. Très bien. Alors, j'adore cette photo d'ailleurs, et j'adore les photos et les images, n'est-ce pas? Alors, je vais utiliser des photos et des images. Il y aura du texte, mais je ne vais pas le lire, à moins que ce soit absolument nécessaire. C'est enregistré, donc plus tard, les participants peuvent aller lire tout en détail pour les comprendre beaucoup plus. Alors, j'espère être vrai et l'expliquer en termes très simples. Et avec la participation d'Haifa, ce sera certainement une discussion et une explication adorable pour le public, car c'est l'objectif de ces thérapies. Alors, nous parlons de l'étude poiesis. Bien sûr, poiesis signifie apporter quelque chose de nouveau à partir de rien. Et ce que nous essayons de faire pour les patients atteints de myelofibrose. Je ne veux pas vous choquer tout, mais je veux juste m'assurer que nous comprenions de quoi nous parlons. J'étais en pratique clinique pour traiter des patients atteints de myelofibrose pendant plus de 20 ans, presque 25. J'ai vu de nombreux patients atteints de myelofibrose. Et voici un de mes patients qui m'a donné des photos pour montrer à quel point la myelofibrose peut être mauvaise pour un corps humain. Nous devons avoir cette image dans nos têtes pour comprendre la souffrance qui accompagne la myelofibrose avec une rate et un foie hypertrophié. Je n'ai pas besoin de vous dire où c'est évident. Et puis, je vais aussi mettre en évidence la partie supérieure du corps avec ses côtes. Et vous pouvez voir les côtes, les patients perdent du poids. La perte de poids est énorme au stade ultérieur de la myelofibrose. La distension abdominale cause bien sûr de l'aldulaire, une incapacité à manger, une incapacité à se pencher. Il y a aussi des sueurs nocturnes, de la fatigue, de la faiblesse, des démangeaisons, des douleurs osseuses. Donc, nous parlons des grands organes et de la mauvaise qualité de vie qui progresse régulièrement avec le temps. Et pour mettre en perspective notre objectif de thérapie, en dehors de la greffe des moelles osseuses et qui élimine la maladie, mais ce n'est possible que chez moins de 10% des patients. L'objectif de la thérapie est de contrôler les signes et les symptômes, et cela signifie la rate et la diminuer, et d'améliorer aussi la qualité de vie. Et dans mon objectif, de mon point de vue en tant que médecin traitant, était de la rendre aussi chronique que possible, dont l'extension de la vie à la fin, la modification de la maladie, et de faire de cela une véritable maladie chronique pour laquelle les gens ont une expérience de vie normale, avec un bon contrôle de la qualité de vie et de l'organomégalie. Haifa, je pense que nous sommes d'accord sur ces objectif. Je pense que c'est raisonnable dans notre part ou dans notre vie.
D'accord, on va commencer avec une petite histoire sur la naphtémodeline. La naphtémodeline est les médicaments qui Cartor, l'entreprise avec laquelle je travaille en tant que directeur médical, développe pour les patients atteints de myélofibrose. Mais cela commence par ces jolis dessins animés. Et encore une fois, les dessins animés sont de l'amour et donc vous voyez ici au milieu, dans une couleur bleue et rougeâtre, l'ADN. Et la couleur rougeâtre blesse l'ADN, le code génétique. Et le jaune est les tétramères, les 4 parties de la protéine P53. Elle monte et descend le long de l'ADN et cherche des anomalies pour les corriger. Et les anomalies sont listées sur les côtés gauche, un certain nombre d'entre elles. Il peut y avoir de nombreux types d'anomalies différents et ce que la P53, quand elle est active en tant que protéine, ce qu'elle fait, c'est de mener à ce qui est sur les côtés droits. L'arrêt du cycle cellulaire, ce qui signifie que les cellules ne se divisent plus. Et l'apoptose cellulaire, ce qui signifie la mort cellulaire. Les mauvaises cellules meurent grâce à l'activation de la P53. C'est donc très normal dans une cellule de tous les jours, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Et l'activité de la P53 est contrôlée par la protéine appelée MDM2. La MDM2 est une protéine qui contrôle l'activité de la P53, la rendant juste parfaite. Alors maintenant, nous savons plus de couleurs, donc nous parlons du jaune, cette P53. Nous l'appelons protéine suppresseur de tumeur et ne veut pas permettre aux cellules tumorales de prospérer. Il va conduire à leur disparition. La MDM2 est une tache orange. Cette tache orange se lie au jaune. C'est la MDM2, une protéine qui inhibe une cellule normale. Une P53, juste pour la faire fonctionner correctement. Maintenant, bien sûr, dans les cellules cancéreuses et la myélofibrose comme exemple de cancer, la MDM2 est très élevée. Et elle inhibe la P53. C'est pourquoi, en grande partie, les cellules cancéreuses se développent sans contrôle. Oui, et est-ce que vous voyez dans la couleur bleue et là, naphtémodeline, c'est un médicament. C'est une pilule que les gens prennent une fois par jour pendant 7 jours chaque mois. Et ce qu'elle fait, comme vous pouvez le voir sur les dessins animés, elle se lie à la tache orange et elle inhibe la MDM2. J'aime toujours utiliser des déclarations très simples. La naphtémodeline inhibe l'inhibiteur. Elle inhibe l'inhibiteur de la P53 et permet à la P53 de fonctionner. De cette manière, les cellules cancéreuses meurent aussi simple que ça. Bonjour Haïfa, passons à ça. Est-ce que c'est compréhensible? Je veux dire, pour moi, c'est vraiment compréhensible. Oui, je pense que oui, je sais pas. Je pense que vous devriez demander à Peter. C'est assez clair. La biologie est un fait à la fin très simple, n'est-ce pas? Je pense que vous savez, du point de vue d'un patient, il est très important que vous expliquiez ces choses, mais vous savez des images comme celle que Sœur apporte là, et vous savez aussi l'explication que vous donnez, elle est très conviviale pour les patients. Je crois que c'est une explication très facile à faire d'un processus très complexe. Donc, je pense que c'est vraiment excellent. Oui. Je considère que tout le monde devrait présenter son nouveau produit comme celui-ci, et alors je pense que ce serait plus facile pour les patients de comprendre.
Eh bien, c'est vraiment bon à entendre. Donc, nous savons ce que nous faisons. Nous permettons à la P53 d'agir, d'être active et aux cellules cancéreuses de mourir. Et donc, dans la myelofibrose spécifiquement, si vous regardez les dessins animés au milieu, vous savez un peu sur un cercle, et vous savez un peu 53 au milieu du grand cercle et la M2, M2, n'est-ce pas? Alors, la M2, M2, c'est lié à la P53 et il y a beaucoup de MD, M2 dans la myelofibrose. Elle est produite par des cellules cancéreuses et la P53 ne fonctionne pas. Et cela signifie que tous les petits cercles se produisent. Nous pouvons commencer par les coins supérieurs droite et partir les petits cercles ici, la prolifération des cellules des myelofibroses, la croissance des cellules cancéreuses. Et nous pouvons mesurer par exemple dans les sangs les soi-disant cellules, les progéniteurs sanguins qui sortent de la moelle osseuse dans la myelofibrose et ils augmentent, continuent à augmenter en nombre dans la myelofibrose. Et si vous suivez le cercle suivant, c'est la fibrose de la moelle osseuse. Je ne pense pas que cela ait besoin d'explication, n'est-ce pas? Myelofibrose, anémie, dermocytopénie, la moelle osseuse ne fonctionne pas. Ensuite, les cytokines pro-inflammatoires. Les protéines sortent des mauvaises cellules et elles causent des symptômes. Une mauvaise qualité de vie, la moelle osseuse ne fonctionne pas, il y a une mauvaise qualité de vie. Et vous passez au cercle violet suivant. Vous savez ces anomalies génétiques qui aident à la croissance des cellules malignes. Nous appelons cela une augmentation de la charge tumorale de la myelofibrose. Cela stimule également la croissance des cellules et il y a quelques mutations ici, la mutation JAK2, MPL et la choléricol, qui sont très bien décrites, contribuant à cette croissance incontrôlée des cellules malignes. Et donc, l'idée ici, qu'en arrivant la MD-M2, cela permet à la P53 de fonctionner et tout cela devrait être affecté comme c'est un fait. Et dans les études cliniques, jusqu'à présent, tous ces paramètres s'améliorent chez les patients qui sont traités avec des naftamaline qui enivent la MD-M2. Très bien, donc il y a une diapositive sans dessin animé juste pour dire que nous n'allons pas discuter pour le moment de la naftamaline et l'étude de phase 3 s'il n'y avait pas d'activité clinique et d'activité clinique significative dans les études antérieures avec la naftamaline chez les patients atteints de myelofibrose, avec une réduction de la rate, avec une amélioration de la qualité de vie, ainsi qu'au milieu, une amélioration de ces paramètres biologiques que beaucoup appellent modification de la maladie, une amélioration de la fibrose de la moelle osseuse, amélioration aussi du nombre de cellules cancéreuses des myelofibroses qui diminuent, et la réduction de ces cytokines. Tout cela vient du passé. Je ne vais pas revoir les passés juste pour faire des déclarations. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, nous parlons d'un médicament très actif, cliniquement actif et biologiquement actif aussi dans la myelofibrose. Et je suis heureux de fournir plus de détails à l'avenir ou directement à moi sur mon email. Vous pouvez poser des questions. Et donc, un exemple, juste pour vous donner un indice ici, cette diapositive particulière. Ce que vous voyez à gauche est un changement de ces mauvaises cellules des myelofibroses du sang périphérique, que j'ai appelé cellules CD34. Ce sont des progéniteurs des cellules sanguines, et vous pouvez voir à gauche aussi. Et avec le temps, elles diminuent. Elles sont un très grand nombre et elles diminuent et continuent à diminuer. Une personne énorme, il n'y a presque plus. Très grand nombre et il diminue. Et à droite, une grande relation avec l'amélioration clinique. Donc, comme ce pourcentage des changements dans les cellules CD34 de la myelofibrose est produit, elle diminue. Et ce sont des patients qui répondent réellement cliniquement. Cela signifie qu'ils sont des répondeurs à volume de la rate. Donc, une connexion claire et nette entre les améliorations biologiques
et les bénéfices cliniques. Chez les patients, il y a les études avec la naftamadine jusqu'à présent. Et maintenant, nous sommes à Poiesis. Poiesis, et vous pouvez voir un fait sur les titres de Poiesis. Il est dit en petites lettres, peut-être que je dois les agrandir pour la prochaine fois. Il est dit activation de la P53 pour optimiser les réponses dans la myelofibrose. Et maintenant, vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Nous voulons activer la P53 dans ces cellules en enlevant la MDM2 et nous voulons que ces cellules meurent. Et cela conduit à l'optimisation des soins de la myelofibrose. C'est de cela qu'il s'agit, optimiser les soins de la myelofibrose. Et bon, on va revenir aux patients. Des questions jusqu'à présent, Peter, Alpha, une clarification? Pas pour moi, et c'est clair. Je vais dire à propos de la P53 et tout ça, je pense que c'est très clair jusqu'à présent. S'il vous plaît, continuez. Peut-être la façon dont j'explique la P53 aux patients, je voudrais les dire. Bon, j'ai dit toujours que la P53 est un policière et la cellule cancéreuse, vous savez, amène des extraterrestres, des méchants qui submergent. C'est la MDM2 ne laisse plus les policiers travailler. Et puis une sorte de Superman, dans ces cas, c'est la naftamadine, vient et essaye de redonner aux policiers les pouvoirs de contrôler l'environnement. J'adore et votre explication est si réelle. Un policier, nous en avons fait en fait une petite histoire, les gardiens du génome, si vous avez remarqué, c'est là au tout début. Et oui, et parce que nous disons les gardiens de la galaxie, c'est un film et un livre, et puis une petite blague, ces sujets, l'un d'eux, P53, et c'est un gardien du génome. Alors, mais un policier est peut-être plus réaliste. Alors, génial. Plutôt bien, ouais. Très bien. Maintenant, nous parlons de quelque chose de très sérieux. Quel est l'objectif de la thérapie dans la myelofibrose? J'ai déjà expliqué cela, mais peut-être rendons-les vraiment pragmatiques à nouveau. Nous voulons éliminer la grosse rate, n'est-ce pas? Nous voulons éliminer aussi les gros foies. Et nous voulons normaliser les symptômes. Cela signifie l'élimination, je dirais. Pas prendre du poids, la capacité de marcher, encore une fois, la capacité de se pencher, pas des mangaisons, des sueurs nocturnes, des fièvres légères. La réponse idéale est une qualité de vie normale, pas des symptômes liés à la myelofibrose et une tache d'organes normale, ce qui éliminerait ce que vous voyez ici. Je pense que nous serions tous d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Et maintenant, cependant, il y a un petit paradoxe ici. Cela reflète la réalité des thérapies que nous avons. Dans les études cliniques, l'élimination de la moitié de la taille de la rate par palpation ou la moitié des symptômes que les patients ont sont appelés optimaux. Ou une réponse, n'est-ce pas? Et non, bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des études précliniques. Je vais juste vous dire que c'est dans les études cliniques. S'il était mon frère, par exemple, la rate est inférieure de 60%, je dirais c'est pas optimal. Je vais l'éliminer complètement, l'arrondissement de la rate. Je vais aussi éliminer complètement l'arrondissement du foie, où aussi les symptômes sont 70% meilleurs. Je vais éliminer le reste. Je voudrais que vous ayez une qualité de vie normale, des organes normaux et que vous viviez aussi votre vie avec des signes et des symptômes contrôlés de myelofibrose, aussi longtemps que possible. Je vais juste mettre cela en perspective. Parfois, il y a un décalage entre un critère de réponse dans les études cliniques et les objectifs réels de la thérapie. Et bon, mon objectif, et je suis sûr que votre objectif est le même, est la normalisation de ces organes et l'élimination des symptômes. Et c'est là que nous intervenons avec la naftamadine. Et vous verrez maintenant dans une séquence ce que nous essayons de faire. Je vais dire,
Oui, vous savez, la plupart des gens qui n'ont pas eu d'élargissement extrême de la rate, ils ne savent pas que cela signifie vraiment. Vous savez, cela nous apporte tellement des problèmes, en plus du fait que cela pourrait faire mal. Vous ne pouvez pas donner des conseils où vous ne pouvez pas avoir des problèmes. Mais c'est vraiment, cela influence votre vie d'une telle manière. C'est tout simplement terrible. Donc je pense que ce que vous dites, c'est formidable si cela peut être fait. Oui, donc nous voulons optimiser les soins des patients. Alors, la première puce que je dois lire, c'est très important. C'est souligné. Les études ici se concentrent sur les patients atteints de myofibrose, de la maladie à une réponse sous-optimale suite au traitement par l'inhibiteur du JAK, les ruxolitinib. Je pense que tout le monde connaît les ruxolitinib, n'est-ce pas? Oui, c'est un inhibiteur de JAK standard, c'est partout dans le monde. Il y en a d'autres, mais si vous allez en Géorgie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée, aux États-Unis, au Canada, dans l'ensemble, presque tout le monde utilise les ruxolitinib. Donc, Oasis, Oasis est spécifiquement axé sur les patients qui ont une rate persistante et des symptômes persistants aussi, après environ 5 à 6 mois de thérapie au ruxolitinib. Et encore une fois, un dessin animé ici. Si vous voulez regarder à partir de nombreuses études qui vous diront quels sont les résultats réels de la thérapie au ruxolitinib. En un mot, l'analyse est que la majorité des patients en bleu foncé ont une réponse sous-optimale. Cela signifie qu'ils ont des améliorations de la rate et des symptômes, mais c'est un problème persistant avec ces symptômes et cette rate. Et il n'y a pas de thérapie approuvée ici pour ajouter quoi que ce soit en plus de la thérapie en cours avec les ruxo. Ils ont des améliorations, mais c'est encore sous-optimal. C'est là que nous arrivons maintenant avec une nouvelle conception d'études, une conception d'études complètement nouvelle, indifférente pour les études de phase 3. Nous disons, nous voulons traiter les patients qui sont sous ruxolitinib et qui ont une réponse sous-optimale. Nous n'allons pas l'optimiser. Et bien sûr, l'étude doit suivre les patients depuis le début du ruxolitinib. Donc, les patients éligibles sont ceux qui n'ont jamais été sous un inhibiteur de JAK. Parce que, nous devons suivre les patients pendant 5-6 mois sur ruxolitinib et voir comment ils se portent. Et après ces 5-6 mois, des ruxolitinib seulement, alors nous disons, êtes-vous sous-optimal, êtes-vous optimal ou êtes-vous réfractaire? Et si vous avez des symptômes de rate persistants, vous êtes un peu mieux. Ensuite, nous vous donnerons de la naftamidine ou un placebo de manière aveugle. C'est la conception des bases de l'étude des phases 3. Je vais vous montrer les dessins, un dessin animé de celui-ci dans 6 secondes. Et quelle est la taille optimale de la rate, selon-vous? Excellente question. C'est pourquoi je vous l'ai dit sur une diapositive précédente. Comment l'optimal est-il défini dans les études cliniques? Et oui, ça serait plus de la moitié des symptômes s'ils ont disparu et 35%. 35%. La réduction de la rate par IRM, ça serait de 35%, ce qui représente environ la moitié par palpation. C'est le scénario de l'étude clinique. Dans la vie de tous les jours, je ne serais pas heureuse avec une réduction de 60% ou 70%. Et j'utiliserais, si je pouvais, quelque chose pour améliorer même cette situation, bien sûr. Mais pour l'étude clinique, la réponse sous-optimale est définie comme 50% des symptômes d'inflammation et une réduction volumétrique de 35% de la rate, ce qui est d'environ 50% par palpation, n'est-ce pas? Ce sont des définitions d'études. Un commentaire là-dessus sont des normes internationales.
Oui, oui, voilà. Vous prenez les mêmes normes, alors vous... Oui, même, mais le problème est la vie réelle et en dehors des essais cliniques. Ça, c'est notre problème. Exactement. Oui, je pense que vous pouvez aussi dire quelque chose à ce sujet. C'est un désastre parce que personne ne sait vraiment. Oui, ce sont des définitions d'études. 50% des symptômes ont disparu. Vous êtes un répondeur. 35% des réductions volumétriques de la rate, ce qui est environ la moitié par palpation de la rate. Vous êtes un répondeur aussi. Et bon, c'est différent de la vie de tous les jours. C'est pourquoi je vais insister sur le fait que nous voulons développer des médicaments, ce qui aidera la grande majorité des patients dans la vie réelle. Et bon, si nous réussissons, c'est mon objectif, trouver un médicament et l'aftimaglin est le meilleur pour ajouter un plus de ruxolitinib pour améliorer l'état des patients. Et donc, voici la conception de l'étude. C'est un fait maintenant très simple, si vous comprenez ce que nous essayons de faire. Donc, si vous suivez le schéma, vous avez un patient qui a besoin d'une thérapie, qui a une rate et des symptômes. Et ce patient va et s'inscrit à l'étude. Ils n'ont jamais reçu d'un inhibiteur de JAK. Donc, il est dit JAK inhibitor treatment naïf. C'est les naïfs de traitement par inhibiteur de JAK. Ils ont un IRM pour voir la taille de la rate. Et j'ai un questionnaire donné pour voir comment est la qualité de vie de chaque patient. Donc, nous avons une base de références avant que les ruxolitinib ne soient administrés. Et puis la boîte suivante est bleue. Nous appelons la période Iran en ruxolitinib seulement pendant 18 semaines. Et de toute façon, les médecins veulent traiter les patients. Tout le monde reçoit des doses, des horaires un peu différents. C'est comme ça. Et puis, vous arrivez au milieu. Après ces 18 semaines environ, vous avez une autre IRM et une autre questionnaire. Et vous voyez comment vous êtes-vous porté. Et nous savons que ce qui se passe avec les ruxo s'est produit pendant les 3 premiers mois, pas beaucoup plus haut après 3 mois. Donc, 18 semaines de ce traitement vous donneront tous les avantages que vous pouvez obtenir de la thérapie au ruxo. J'ai dit 5-6 mois, j'y serai absolument sûr. Alors, la réponse optimale peut ensuite être évaluée en répétant l'IRM et un questionnaire et en la comparant à la situation avant les ruxo. Et vous pouvez dire qu'il y a une réponse optimale, ceux qui ont une amélioration des symptômes inférieure à 50% et ceux qui ont une réduction en volume inférieure à 35% de cette puce, ce qui est encore une fois environ la moitié par palpation de la rate. Ce sont des réponses sous-optimales selon la définition de l'étude. C'est ainsi qu'une étude doit fonctionner, par certaines normes. Et nous devons commencer la thérapie avec les patients qui n'ont jamais été sur ruxo, afin de pouvoir évaluer correctement, de manière objective, qui est un répondeur sous-optimal. Et bon, nous cherchons donc dans l'étude à inclure des patients qui sont relativement récemment diagnostiqués et qui n'ont jamais été traités avec un inhibiteur de JAK et qui ont aussi une grosse rate et qui ont une mauvaise qualité de vie. Aïfa, est-ce que tu as des commentaires sur cette partie? Et oui, peut-être quelques notes par rapport à l'élargissement des rates. Vous savez, parfois, par palpation, pour une raison ou une autre, les médecins ne peuvent pas palper aussi bien. Vous pensez que la rate n'est pas hypertrophiée et moi, je pense qu'il faut toujours se souvenir que la plupart des patients atteints de myélofibrose ont un certain degré d'hypertrophie et une belle chance de décider parce que j'ai eu cette expérience en fait. Un collègue m'a dit la rate n'est pas si grosse. Les patients n'ont pas besoin d'être inclus dans l'essai clinique. J'ai dit arrête. Et nous savons, vous savez, normalement, nous n'avons pas la chance de faire des IRM pour vraiment voir les volumes de la rate. Mais d'après mon expérience, la plupart des patients ont une rate hypertrophiée.
Et d'accord. Et en fait, nous avons fait l'IRM et contrairement à l'attente du médecin traitant, l'arête était hypertrophiée et les patients ont pu être inclus dans l'essai. Donc, je pense qu'avant qu'un médecin ne veuille commencer avec les Ruxo, on devrait toujours voir s'il y a une option de participer à cet essai. Voyez-vous, bon, c'est un point vraiment important. Nous ne faisons pas, et c'est là vient juste de ce que vous avez dit. Peter, nous ne faisons pas les IRM. C'est une pratique innovante et personne ne les fait pas, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Et donc, tout dépend vraiment de la taille de l'arête à la palpation. Et si vous donnez les mêmes patients à 5 médecins différents pour mesurer, ce sera différent. Je vais dire, c'est un fait documenté dans les études cliniques il y a longtemps, quand j'ai commencé cette trajectoire. Nous faisons par palpation et c'était partout et sur les tableaux. Et vous savez, cela dépend de qui mesure la façon dont il mesure aussi. Et c'est pourquoi, pour les études cliniques, nous sommes passés à l'IRM pour mesurer les volumes, pas même l'échographie. Ce n'est pas assez spécifique, ce n'est pas assez bon. C'est l'IRM et c'est loin de la pratique quotidienne en clinique. Personne ne fait ça. Alors, Ifa, tu as fait un excellent point, vraiment bon. Et je pense que nous pouvons l'étendre à l'évaluation de la qualité des billes, n'est-ce pas? Oui, qui s'en soucie. Et vous savez, du point de vue du médecin, pour les patients, c'est si important. Mais pour être honnête, combien de médecins évaluent réellement les symptômes de manière régulière? Il n'y a pas de doute, mais vous savez, cela fait partie de ces problèmes très très graves que nous avons. C'est que les médecins ne reconnaissent tout simplement pas de manière complète les problèmes de tous les symptômes. Je pense que Susanna Isford, elle a fait un très très bon article à ce sujet où elle a clairement montré que, bon, à l'exception d'un patient, et c'est une réduction de 75% de sa qualité de vie. Les mêmes médecins qui prennent les mêmes patients, ils pensent que c'est environ 25%. Donc, vous savez, c'est là que nous avons ce problème. Maintenant, vous savez, j'ai fait régulièrement, par exemple, les tests IRM de la rate parce que j'ai un médecin qui prend soin de moi. Donc, il veut que je fasse les bons tests. Mais c'est quelque chose où, évidemment, nous devrons travailler beaucoup pour que cela soit approuvé. Mais maintenant, je voudrais toujours revenir sur les MF naïfs. Je pense que lors de notre première réunion, nous en avons déjà parlé. Vous savez, j'ai PV et je suis déjà en cours de traitement avec Ruxo. Donc, je n'aurai jamais une chance de... Si mon disons à travers de ma charge allergique ou à travers les tests, vous pouvez voir que ma PV se dirige vers MF, alors j'aimerais participer à votre essai, mais je ne peux pas. Parce que j'ai déjà pris Ruxo maintenant pendant environ 1 an et demi. Donc, je ne peux tout simplement pas comprendre du point de vue d'un patient quelle est la différence. Mais bon, vous vérifiez pendant 6 mois comment les Ruxo fonctionnent dans mon corps. Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter les résultats que vous pouvez obtenir d'un médecin, d'un hôpital, de n'importe quel endroit certifié qui vous montre que pendant les 6 derniers mois, 1 an ou quoi que ce soit, les résultats du Ruxo n'ont jamais été satisfaisants. Donc, je vais dire fondamentalement, je pense que cela devrait être suffisant parce que nous pouvons voir que j'ai parlé à de nombreux médecins qui ont votre essai et ils y travaillent. Ils se plaignent tout à moi. Peter, nous n'avons pas de patients à cause de cette limite. Excuse-moi. Et j'ai une question avant de passer à une autre chose. Si je peux vous montrer une IRM de ma rate sans Ruxo, avant de l'hydroxyurer, et je vous montrerai une IRM après, peu importe, 6 mois, 8 mois, 9 mois de Ruxo, et ça montre à quel point le résultat est insatisfaisant. Seriez-vous en mesure de m'accepter dans un essai clinique, dans l'essai clinique?
Je t'adore, Peter, pour les raisons que tu viens de montrer. Et c'est ça. Tu vas jusqu'au bout, n'est-ce pas? Je suis obligée, vous savez. D'accord. Tout d'abord, je pense que c'est une folie de donner du Ruxo à un patient PV. Je pense que ce n'est pas vous tuez au canon sur des moineaux. C'est pas vrai, je dois m'y opposer, désolé. Pas pour tous les patients, mais pour certains. Les Ruxo est une véritable bénédiction pour la PV. Les prouilles sévères. Vous avez raison, désolé, ouais. Oui, alors non, c'est parfois un très bon médicament. Non, c'est bon, je vais dire, c'est de toute façon dans les NMP, on ne peut rien prendre de général parce que chaque patient est différent. Alors, pour répondre à ta question, Peter, les exigences de l'étude sont strictes parce que nous parlons de l'approbation de médicaments. L'approbation mondiale, en gros, je vais dire, un pays à la fois, mais ça finira par s'y reprendre. Et puis, l'exigence de ces mesures objectives est en soi difficile et toutes ces IRM sont lues de manière centralisée. Cela signifie que où que les patients se trouvent dans le monde, je vais vous montrer la diapositive où nous en sommes. Toutes ces IRM ne sont pas envoyées, ne sont pas lues par les radiologues locaux et sont toutes transmises à un prestataire central que nous avons dû embaucher, indépendant des sites. Complètement indépendant. Ils ne savent rien des IRM, ils se contentent de les lire. C'est donc une revue centralisée et indépendante de toutes les IRM des études, qu'elles soient prises au milieu, au début ou à la fin. Et c'est ainsi que ça doit être fait pour être acceptable d'un point de vue réglementaire. Alors, je suis désolée, Peter, je sais que tu as des IRM ou que tu prévois d'en faire, mais les IRM lus localement qui ont été faites dans les passés ne sont pas acceptables. Ces IRM et ces questionnaires doivent être réalisés de manière prospective dès l'inclusion. Les patients signent un formulaire de consentement, il a une IRM, il a aussi un questionnaire et il commence les ruxolitinib. Et il suit les ruxolitinib seulement pendant 5 ou 6 mois, puis une autre IRM et une autre questionnaire. Et pour voir qu'il y a une réponse sous-optimale, tout est fait de manière très précise selon les directives complètes des organismes des réglementations avec une lecture centrale de l'IRM. Et ensuite, les patients sont randomisés uniquement ceux qui ont une réponse sous-optimale, une rate plus petite et une amélioration de la qualité de vie, mais pas optimale comme nous en avons discuté. Ils sont randomisés en aveugle, de manière aveugle. C'est ainsi que ça doit être fait. Encore une fois, dans les buts d'une approbation. Entre les naftimadlin ou les placebos, c'est un rapport 2 pour 1. Ce qui signifie que 66% des patients prennent de la naftimadlin et un tiers en placebo. Et cela est ensuite donné pendant 6 mois jusqu'à la prochaine IRM et les prochains questionnaires. 6 mois après la randomisation, encore une fois, l'IRM et les questionnaires sont donnés pour voir comment les naftimadlin a agi. D'une manière aveugle et contrôlée par placebo aussi. Et nous regardons aussi, bien sûr, comment toute cette thérapie a agi depuis le tout début de la thérapie avec les Ruxo seulement. Donc, pour la totalité du bénéfice, tout compte. C'est pourquoi c'est peut-être complexe, mais si on y pense, ça n'est pas vraiment. Ça ne demande qu'une évaluation objective de notre réponse et vous devez avoir des patients naïfs d'un inhibiteur de JAK pour pouvoir dire qui, de manière objective, a une réponse optimale et qui ensuite, de manière randomisée et en aveugle, bénéficie de la naftimadlin. Et encore une fois, la naftimadlin est administrée à une seule pilule par jour pendant 7 jours. Chaque mois, et ces patients qui sont randomisés reçoivent la thérapie ou sont suivis tant qu'il y a un quelconque bénéfice.
parce que nous sommes certains que non seulement la rate, les symptômes s'amélioreront de manière significative en ajoutant de la naftimadine et en plus du Ruxo en cours, mais aussi en raison des paramètres biologiques qui s'améliorent massivement, comme je l'ai mentionné. Il y a aussi une possibilité d'amélioration de la survie globale chez ces patients et nous suivrons donc les patients aussi longtemps que nous le pourrons. Vous savez, plus j'entends parler de ces produits, plus je comprends parfaitement ce que vous dites, j'accepte aussi ce que vous dites, je peux comprendre ces conditions. C'est juste très frustrant pour les patients. Nous aimerions avoir ces produits sur les marchés dès demain. Parce que si je pense que je n'ai qu'à prendre 7 pilules par mois, c'est déjà une belle condition, parce que nous en prenons normalement beaucoup plus. C'est juste, c'est très frustrant. La seule chose que je peux voir et que nous pouvons faire en tant que groupe de défense des patients, c'est d'informer largement, mais les patients qui passent des PV à l'MF, essayez de voir s'ils peuvent entrer dans l'un des essais où vous avez besoin des patients naïfs d'MF et nous devons leur expliquer ce que cela signifie. Et nous devons être très clairs avec eux sur les faits qu'ils doivent faire attention à ces points parce que je doute que chaque médecin soit au courant de cette problématique. Que pensez-vous de cela? Absolument. Tout d'abord, peut-être juste une petite correction. Lorsque vous êtes randomisé, ce n'est pas seulement les 7 jours, car vous prenez aussi du Ruxo tous les temps. C'est donc ruxolitinib plus et une autre pilule pendant une semaine, toutes les 4 semaines. Ouais. Les Ruxo continuera. Le deuxième point, je pense que c'est une question qui revient toujours. Pourquoi devrais-je donner 2 médicaments? Pourquoi devrais-je donner un seul médicament? Et dans toutes les autres maladies, non seulement en hématologie, mais aussi en oncologie, et nous traitons généralement les patients dès le début avec 3 ou 4 médicaments. La myofibrose est complètement différente car elle est si complexe. Et tous ces essais jusqu'à présent qui ont commencé à faire une combinaison dès le début, je suis toujours très sceptique parce que c'est toujours la question. Et qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Quels sont les bénéfices? Évaluation des risques et des bénéfices, les effets secondaires. Et nous savons qu'avec les Ruxo, au début, nous devons réduire, modifier la dose parce que les hémoglobines chutent, les plaquettes chutent aussi. Alors, si je donne 2 médicaments à des personnes qui n'ont pas toujours les plus jeunes et ont d'autres diagnostics, la question est toujours quel est le bénéfice? C'est le seul essai que j'aime vraiment. C'est comme la vraie vie, mais très très organisé et très objectif. Nous pourrions tout mesurer, mais c'est la vraie vie. Et je pense que c'est ton devoir, Peter, d'essayer de discipliner tous les médecins pour qu'ils incluent leur... nous faisons beaucoup de travail et je viens de faire une présentation il y a 2 semaines aux médecins d'une région locale. Maintenant, j'ai 3 nouveaux patients, des patients potentiels. Et avant que les autres médecins ne commencent avec les Ruxo, ils les sont référés. Alors, je pense que nous sommes tout en train d'apprendre, c'est un très bel essai parce que nous comprendrons alors ce que nous faisons tous les jours. C'est donc votre travail d'enseigner aux médecins et aux patients. Aux patients, bien sûr, les patients devraient vraiment demander y a-t-il quelque chose pour moi? Et je suis toujours, c'est ce que l'on appelle une stratégie séquentielle ou complémentaire et pro-addition. C'est la façon de traiter la myofibrose et je crois toujours jusqu'à présent, jusqu'à ce que j'ai une autre preuve qui me fasse reconsidérer et que cette stratégie d'ajout est la bonne pour la
plupart des patients. C'est la même chose si vous savez de l'anémie, peut-être plus tard, et vous pouvez ajouter quelque chose, mais les Ruxo est un très bon médicament. Mais le problème est que chez de nombreux patients, ce n'est tout simplement pas suffisant, ou les patients perdent la réponse, et c'est pourquoi c'est très bien d'avoir un essai comme celui-ci. Je l'aime vraiment, et avec tous les défis depuis le début. Je ne sais pas comment vous l'avez en Allemagne, Alpha, mais dans les autres pays où je parle aux médecins, en général, ils se plaignent, et ce qui est encore pire maintenant, et c'est là ne sort pas des essais dont nous parlons ici, c'est que nous avons 3 nouveaux produits qui arrivent sur la même base, et ils demandent des MF Life. Nous n'aurons pas assez de patients à tester. Juste pour vous interrompre, désolé pour ça, mais la raison est la nature objective de la documentation de la réponse. Et du point de vue réglementaire, il y a une demande éprouvée et pas basée sur l'opinion du médecin ou une palpation, ou juste parler aux patients des symptômes. La demande est d'éprouver qu'un patient donné qui a une réponse sous-optimale. Comment c'est basé sur l'IRM et les questionnaires, et ceux-ci doivent être donnés aux patients ou faits sur les patients avant que les patients ne reçoivent des anniversaires de Jacques, afin que vous puissiez dire objectivement qu'après 5 ou 6 mois de Ruxo seulement, si un patient a une réponse sous-optimale ou non. Et c'est la demande d'évaluation objective de la thérapie à l'oxyruxo. Dans la vie de tous les jours, nous les laissons entendre. C'est bon, si nous réussissons à prouver, et je crois à 100% que nous le ferons, les bénéfices de la modélisation naturelle. L'ajout et en plus de la thérapie en cours avec les ruxolitinib, nous en viendrons à cela sur la diapositive suivante. Nous pouvons alors éventuellement, c'est au médecin d'utiliser Ruxo, d'utiliser la modélisation NAFTA. Bon, la façon qui convient à un patient individuel particulier et la façon dont les médecins pensent que les patients devraient être traités. Je ne peux pas commencer ou commenter, désolé, c'est là, mais pour l'étude clinique. Nous devons être objectifs dans l'évaluation de ces soutiens et cette réponse pour l'étude clinique. Il faut quelle est votre opinion à ce sujet? Absolument. Et tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous, Peter, et nous en avons discuté plusieurs fois avec Serge, que c'est un défi d'obtenir des patients avant et qu'ils ne reçoivent du ruxolitinib. Parce que, bon, il est disponible. Les médecins les connaissent bien, mais le problème est que personne dans la vie réelle ne sait vraiment ce que nous faisons avec les ruxolitinib. Qu'est-ce qui est vraiment sous-optimal? Et vous savez, nous n'avons pas d'IRM, nous n'avons même pas des palpations ou d'échographie chez de nombreux patients. Et oubliez les symptômes aussi. Donc, lorsque les patients nous sont présentés, qu'ils sont sur Ruxo, sous-optimaux, je ne connais pas la base des références. Je n'ai aucune idée de comment les patients étaient et quelle est la dose et tout ça. Tout cela n'est pas contrôlé et tous les essais qui commencent plus tard ont toujours ces problèmes. J'adore cet essai, bien qu'en effet, ce soit un défi d'obtenir les patients depuis le tout début. En Allemagne, nous avons un système de santé très compliqué, comme aux États-Unis. Mais en Espagne, vous avez un bien meilleur système. Vous êtes centralisé. En Allemagne, nous avons ces cliniques privées de santé qui traitent les patients. Et puis, nous ne travaillons que sur référence et nous ne voyons vraiment que les patients très tardifs, les très mauvais patients. S'ils sont vraiment résistants au Ruxo, et alors il serait très difficile d'aider ces patients. Ici, ne pas traiter les patients trop tard et ajouter quelque chose à un beau médicament qui s'appelle Brook, plus j'espère NAFTA pourrait me prêter plus tard. Oui, bien sûr. Et j'ai juste une question avant de passer à une autre chose. Si je peux vous montrer une IRM des malades sans Ruxo,
En gros, avant, j'avais les drogues surées. Je vous montrerai une IRM. Après, quoi que ce soit 6 mois, 8 mois, 9 mois de Ruxo. Et les patients, bien sûr, les patients devraient vraiment demander, y a-t-il quelque chose pour moi? C'est ce qu'on appelle une approche séquentielle ou complémentaire. Une façon de traiter la myelofibrose. Et j'y crois toujours jusqu'à présent, jusqu'à ce qui... Et bon, une façon de traiter la myelofibrose, et j'y crois toujours jusqu'à présent, jusqu'à ce que j'ai une autre preuve qui me fasse repenser. Je crois que cette stratégie complémentaire est la correcte pour la plupart des patients. Il en va de même, si vous avez de l'anémie, peut-être plus tard, vous pouvez ajouter quelque chose. Mais Ruxo est un très bon médicament, mais le problème est que chez de nombreux patients, ce n'est tout simplement pas suffisant. Et c'est pourquoi il est très agréable d'avoir un essai comme celui-ci. Je l'aime vraiment, même avec tous les défis du début. Je ne peux que répéter, je suis du même avis que vous. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas y aller trop profondément, mais j'aime beaucoup ces produits. C'est juste quand je vous laisse dire, c'est si bon que j'aimerais l'avoir vraiment. Et juste essayer de défendre les patients. Mais Haïfa vous a donné une tâche difficile, Peter, et maintenant vous devez vous engager encore plus. Je sais que vous êtes engagé. Oui, bien sûr. Eh bien, je savais à l'avance, mais ma première conclusion après notre première webinaire que nous avons sur votre produit était je dois informer mes patients à ce sujet car personne ne les fera. Personne ne dira à leurs patients, je veux dire, vous devez regarder vers l'avenir. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai un hématologue qui se soucie beaucoup de moi et qui regarde beaucoup vers l'avenir. Donc, il pense toujours à l'avance, mais cela n'arrive pas toujours. Donc, à la fin, les patients devraient être responsables autant qu'ils le peuvent de sa propre santé. Et de savoir ce qui se passe sur les marchés, ce qui nous arrive et dans quelles conditions. C'est notre responsabilité. Mais nous donnons des mauvaises connaissances aux patients. Mais je pense que la même chose doit être donnée aux médecins. Et moi, en tant qu'IPHD, je ne peux pas dire aux médecins ce qu'ils doivent faire. Et bien sûr, vous pouvez informer sur les CC, patients et patients. Et je dis toujours qu'un patient informé est le meilleur traitement de tous les temps. Parce qu'alors, rien ne peut pas maturer. Oui. Et donc, c'est un effort d'équipe à travers le monde. Vous pouvez voir ici, c'est la liste de tous les pays où nous sommes ouvertes. C'est vraiment la plus grande étude jamais jusqu'à présent dans la myelofibrose. De 250 sites web et quelques-uns ne sont pas encore ouverts, mais ils seront bientôt. Et tous ces pays, comme vous pouvez les voir, nous recherchons environ 600 patients. 600 patients. Et donc, c'est une tâche pour nous en tant qu'équipe de vraiment nous engager et de faire aussi vite de les faire aussi vite que possible pour que les patients obtiennent ce médicament. S'il est prouvé qu'il est reçu dans cette étude clinique aussi vite que nous le pouvons. Exactement, comme vous l'avez dit, Peter. Mais nous devons passer par cette étude de cette façon pour qu'elle soit approuvée. D'accord, et bien, je peux vous garantir que vous avez notre soutien de nos organisations et nous allons certainement travailler très dur. Je n'ai pas vu la Suisse d'ailleurs dans la liste, mais oui, la Suisse est liée. Nous allons en revenir à ce diapositive dont nous avons la Suisse.
Ah oui, oui. Et puis la Nouvelle-Zélande est à nouveau venue avec cinq sites qui sont les Canada et nouveau avec 6 sites aussi et Taïwan avec les 5 sites web scéniques pendant l'été. Nous avons contacté ces pays, ces leaders MPN et on est si heureux de dire que nous sommes vraiment engagés. Taïwan c'est un pays difficile, mais ça marche très bien. J'ai été à Séoul plusieurs fois et c'est un grand pays. D'accord, de toute façon, et bien, il y a beaucoup à apprendre en ligne, n'est-ce pas? Nous avons notre étude, notre site web. Il y a aussi des informations ici auxquelles les gens peuvent revenir et les rechercher. Je vais vous remercier pour l'opportunité, pour avoir donné cette présentation et discutons en plus en détail. Merci Haifa, et c'est merveilleux de vous voir et merci pour la contribution. J'espère que vous passerez des bons vacances. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et qu'en est-il des courriers aussi des MPN et de tout ce qui nous préoccupe chaque jour, vous savez arriver avec vous. Et voilà ici mon WhatsApp, donc vous ne pouvez pas écrire un WhatsApp. Je vais essayer de ne pas le faire, oui. D'accord, merci beaucoup à vous deux. À bientôt, Serge, merci beaucoup. À bientôt.